Bonjour à tous et bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble pendant une heure d'analyse, de décryptage et de commentaires de l'actualité politique et parlementaire. Pour nous accompagner ce matin, Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe UDI à l'Assemblée nationale, porte-parole de François Fillon. Avec vous, nous reviendrons bien sûr sur la conférence de presse qu'il a tenue hier. Ses explications ont-elles convaincu? La page est-elle tournée? Peut-il reprendre la campagne normalement? Nous vous poserons toutes ces questions. Vous réagirez également à la revue de presse, celle de Rim Benhammer. Bonjour Rim. Bonjour. Un grand oral décrypté par tous vos quotidiens ce matin. Absolument, c'est en une de tous les journaux ce matin, la conférence de presse de François Fillon. Vous le verrez, elle n'a pas complètement convaincu, mais également ce témoignage horrible de Théo, ce jeune agressé à Aulnay-sous-Bois par des policiers, à lire dans Le Parisien. Et à vos côtés, Rim Ludovic Faux, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons nous projeter dans les prochains jours. Ils vont être cruciaux pour François Fillon. Oui, François Fillon qui a repris la main hier et qui va maintenant tenter de repartir à la conquête des Français. Et puis à 9h, ce sera l'invité de la matinale. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Borgel, député socialiste de Haute-Garonne, secrétaire national du PS en charge des élections. Le rassemblement est-il en marche pour Benoît Hamon? Qu'en est-il des sanctions pour les parlementaires qui rejoignent Emmanuel Macron et ceux qui évoquent un droit de retrait? On fera le tour de toutes ces questions et si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire évidemment sur les réseaux sociaux avec le hashtag PaulMat. Mais tout de suite, les 3 informations à retenir de ce mardi 7 février. François Fillon riposte. Hier, le candidat de la droite à l'élection présidentielle a tenu une conférence de presse devant plus de 200 journalistes. Il a insisté sur la légalité des faits qui lui sont reprochés, mais dit comprendre l'émotion des Français auxquels il a présenté des excuses. Il affirme qu'une nouvelle campagne commence. Il reçoit les parlementaires, les républicains et centristes ce matin avant un déplacement à Troyes dans la journée. Benoît Hamon à la rencontre des parlementaires socialistes. Le candidat à l'élection présidentielle se rendra à la réunion du groupe PS à l'Assemblée à 11h, puis au Sénat à midi. Objectif, rassembler son camp, alors qu'une quinzaine de députés ont demandé la semaine dernière l'autorisation de se mettre en retrait de sa campagne. Donald Trump s'en prend aux juges et aux médias après la suspension de son décret interdisant l'accès au territoire américain pour les ressortissants de 7 pays musulmans. Le président des États-Unis a accusé le juge responsable de cette décision de mettre l'Amérique en danger. Il a par ailleurs accusé les médias de passer sous silence des attentats islamistes en Europe sans pour autant être capable de donner des exemples précis. Et puis ce matin, évidemment, on revient sur la conférence de presse de François Fillon qu'il a tenue hier, morceau choisi avec Maïté Frémont. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. C'était une conférence de presse pour défendre mordicus la légalité de l'emploi de sa femme, mais aussi faire son mea culpa. Devant plus de 250 journalistes, les traits tirés, François Fillon joue carte sur table et livre sa version des faits. Son salaire était parfaitement justifié parce que son travail était indispensable à mes activités d'élu. Durant 45 minutes, François Fillon se livre à une grande opération de transparence et veut prouver n'avoir rien à cacher de son patrimoine et de ses actions. Mon patrimoine se résume à ma maison dans la Sarthe, évaluée à 750 000 €. Je possède en outre 44% de la nue propriété de la maison de mon père au Pays Basque, pour un montant de 134 000 €. Et un tiers de la nue propriété de sa maison dans la Sarthe, soit 41 300 €. Je ne suis pas assujetti à l'ISF. Concernant la campagne présidentielle, François Fillon balaye l'hypothèse d'un plan B et réaffirme sa volonté d'aller jusqu'au bout. Rien ne me détournera des vrais enjeux de cette élection présidentielle. Rien ne me détournera de ma volonté de redonner son rang à la France et aux Français des raisons d'espérer. J'ai été choisi par des millions de Français. Je ne suis pas le candidat d'un parti. Aucune instance n'a la légitimité pour remettre en cause le vote de la primaire. Enfin, François Fillon termine sa conférence de presse en garantissant que s'il est mis en examen, il ne se présenterait pas à la présidentielle. Philippe Vigier, le mal n'est-il pas déjà fait? Écoutez, ce qui est certain, c'est que le lien de confiance très fort
qu'avait su susciter François Fillon dans la primaire était fragilisé. Et que dans l'opinion, il y avait de la colère, de l'incompréhension, quand on parle de ces sommes données pour le travail de son épouse et de ses enfants. Eh bien, une partie de l'opinion publique a dit, mais attendez, comment se fait-il? Il nous a annoncé qu'il fallait faire des efforts et lui-même pouvait bénéficier de ce système qui est un système complètement légal. Simplement, ces sommes ont choqué, il faut dire les choses. Donc hier, il a fait, je crois, un exercice de courage et surtout de transparence. Il a mis son patrimoine sur la table. Il a expliqué tout ce qu'il avait pu faire, qu'il avait fait dans le cadre de la légalité. Je rappelle qu'il y a une enquête judiciaire. François Fillon est allé loin. La semaine dernière, il a dit, voilà, moi, si je ne suis pas mis en examen, je continuerai de candidat à l'élection présidentielle. Il ne l'est pas. Et la justice doit apporter les preuves du travail qui a été fait par son épouse. Donc, à ce choc très fort ressenti dans l'opinion publique, il a voulu faire un choc de transparence et en disant, en plus, quelque chose de très important, que les politiques ne font jamais dans leur vie publique. Il s'est excusé, il a demandé pardon aux Français. Et là, c'est important. On dit souvent que François Fillon n'a pas d'empathie. Eh bien, il a montré vraiment que derrière cette carapace, il y avait aussi un cœur d'homme. Et cette générosité, c'est important, c'est essentiel parce que la France aussi, elle a besoin d'affection, elle a besoin d'amour et elle a besoin d'un président qui la protège. Ce matin, les Français, une majorité des Français, 2 sur 3, ne sont pas convaincus. Pour vous, c'est un long travail qui commence dès à présent? Mais évidemment, écoutez, moi j'étais tout le week-end à ma circonscription, les gens m'ont dit, mais attendez, comment se fait-il comme ça qu'on peut faire travailler sa famille avec des sommes une fois de plus importantes? Parce que ces sommes, vous m'accorderez quand même qu'elles ont été globalisées sur 15 ans. Est-ce qu'on parle du salaire d'un patron sur 15 ans? Est-ce qu'on parle du salaire d'un cadre sur 15 ans? On ne le fait jamais. La présentation des sommes, quand même, était faite pour choquer. Moi, j'ai pris l'exemple hier sur un plateau de télévision du coiffeur de M. Hollande. J'ai fait le calcul. 350 000 € pour coiffer les cheveux de M. Hollande pendant 3 ans. Même les salaires mensuels Philippe Jugé, même les salaires mensuels sont bien plus élevés que la moyenne des assistants parlementaires. Je le reconnais. Sur les 15 ans, vous avez raison. Sur 25 ans, ça n'est pas vrai. Vous voyez comme quoi il faut que moi, comme vous, j'ai appris les mathématiques à l'école. Et en fait, 3 600 €, c'est bien plus que la majorité des collaborateurs. Pour celui qui est ouvrier, celui qui est salarié, qui a un SMIC plus epsilon, il ne comprend pas tout ça. Mais il a pris aussi une décision forte, c'est celle de dire, si jamais je suis président de la République, toutes ces pratiques-là, c'est terminé. Donc ça veut dire qu'en 5 ans, vous voyez comment déjà on a resserré les pratiques. Mais lorsqu'il était Premier ministre, personne n'en a parlé. Vous savez, il avait été critiqué sur la taille de son appartement à Matignon, où on avait demandé à mon collègue René Dosière de venir vérifier. Lorsqu'il était Premier ministre, il avait encadré très fortement le train de vie des ministres, parce qu'il faut le faire, parce que l'exigence, je dis bien avec un grand E, si on veut restaurer la confiance entre les peuples et les politiques, il faut passer par là. On va voir à présent ce qu'en pense la presse. François Fillon, c'est l'homme au centre de vos quotidiens ce matin. Alors Rime, l'affaire Fillon est en une de toute la presse. Qu'en disent vos quotidiens ce matin? Écoutez, les quotidiens ce matin ne sont pas complètement convaincus, mais en tout cas, effectivement, c'est en une de toute la presse. Alors regardez, c'est 3 unes par exemple. En une du Figaro, c'est un François Fillon qui apparaît combatif. Je suis debout, Fillon repart en campagne, titre le journal de droite. Plus ironique, le Parisien écrit « Le plan B, c'est moi ». Et pour Libération, c'est François Fillon, l'acharné, beaucoup moins flatteur pour Libération. Et ça continue dans la presse locale. Regardez ces unes. Un nouveau départ, s'interroge Ouest France, tandis que pour Sud-Ouest, Fillon abat sa dernière carte. Alors sans surprise non plus, les éditoriaux sont tous dédiés à l'analyse de ce grand oral, un grand oral qui n'a pas donc complètement convaincu. Dans Libération, Laurent Geoffrin salue un discours plutôt habile sur la forme, mais qui souffre d'un défaut majeur, il n'apporte rien sur le fond. Le message délivré est ailleurs, il s'adresse à son propre camp. Vous pouvez faire ce que vous voulez, je reste. Vous n'avez pas de plan alternatif. Même analyse dans Les Échos pour Cécile Cornudet. Il s'agit bien de reprendre ses propres troupes en main. Les poids lourds des Républicains se disaient prêts à le débrancher. Il a voulu à son tour les débrancher avant qu'il ne soit trop tard. Sans surprise, Le Figaro se montre impressionné par la prestation du candidat républicain. Alexis Brézé écrit « On le disait fini, à terre, on avait tort ». Il a fait la démonstration de sa détermination intacte. Et désormais, la droite qui se demandait si elle avait encore un chef a sa réponse, assure-t-il.
Nos confrères de la presse locale estiment, eux, que la campagne est relancée. Hervé Favre, dans La Voix du Nord, analyse. Il a pratiqué le mea culpa à minima et pris de vitesse tous ceux qui cherchaient à le remplacer. La manœuvre de reprise en main est habile, la campagne repart, conclut l'éditorialiste. Et enfin, on termine avec l'édito de Michel Urvois dans Ouest France. Une décision qui est comme un coup de poker selon lui. C'est seulement dans les jours à venir qu'on verra s'il est parvenu à maîtriser l'incendie, Elsa. Et on poursuit Rime avec l'affaire d'Aulnay-sous-Bois et c'est le Parisien qui fait des révélations glaçantes ce matin. Oui, Elsa, un témoignage inédit et vraiment difficile à lire. Le Parisien s'est procuré un enregistrement du récit que Théo a fait depuis l'hôpital à un proche. Théo, donc, c'est ce jeune homme agressé par des policiers. Il a 60 jours d'ITT, il est toujours à l'hôpital. Donc le jeune homme raconte le contrôle d'identité qui a mal tourné, les gifles, les insultes et à un moment, l'un des policiers prend sa matraque et me l'enfonce dans les fesses volontairement. Ils me disent de m'asseoir, je leur dis que je ne peux pas car je ne sens plus rien. Ils me gaz avec des lacrymogènes et me donne des coups de matraque. L'un des policiers dit même « Attends, il y a des caméras, on va l'emmener derrière le mur et on va lui faire sa fête ». Ensuite, il l'emmène au commissariat et ça continue, il lui crache dessus, il continue à l'insulter. « Je ne réponds pas, j'ai juste l'impression que je vais mourir », dit Théo dans l'enregistrement. Bon, je précise toutefois bien sûr que les policiers plaident, eux, pour un geste accidentel, comme le précise le Parisien dans un article ce matin également. Et puis on parle également des États-Unis, divisés, 2 reportages à lire ce matin. Oui, Le Monde qui consacre son reportage à l'Amérique anti-Trump qui entre en résistance. Les manifestations se multiplient dans tout le pays. Jamais depuis la guerre du Vietnam, on avait vu une telle mobilisation selon le journal qui écrit « C'est le réveil de l'Amérique de la dissidence. Trump a fait naître des résistants ». Et Le Figaro, lui, part en reportage au Texas, un concentré des divisions de l'Amérique. Car s'il y a les anti-Trump, il y a bien sûr ses fervents soutiens. Ils sont nombreux au Texas, notamment sur sa politique anti-immigration. Pour Le Figaro, le peuple lui-même est divisé entre ville et campagne, blanc d'un côté, minorité de l'autre. 2 Amériques qui ne se comprennent pas et se dénigrent. Reportage à découvrir dans Le Figaro, Elsa. Et on finit par le dessin du jour. Oui, le dessin du jour, c'est celui de Chonu dans Ouest France. François Fillon descend de son pupitre en trombe, il pousse tout le monde, la forêt de caméras, ses collègues. Excusez-moi, crie-t-il, direction mai 2017, toujours déterminé François Fillon. Merci Rime. On l'a vu dans la presse. On critique aussi François Fillon sur le fond. Certaines questions n'ont pas obtenu de réponse, notamment sur la polémique sur le travail de Pénélope Fillon pour la revue des Deux Mondes. Est-ce qu'il faut encore des justifications ? Écoutez, la justice est en train de faire toutes les investigations. Ils ont fait des auditions. Le parquet financier a été saisi. C'est son travail. Demandons pas aux journalistes de faire le boulot des juges. Demandons pas aux juges de faire le boulot des politiques. Que chacun fasse son travail. Et la justice se prononcera et dira si ou non ce travail a été fait ou pas. Moi, je suis confiant. François Fillon nous a expliqué qu'il y a un réel travail qui a été effectué. Mais j'attends que la justice le confirme, tout simplement. Hier, après la conférence de presse, c'était tous derrière François Fillon. Écoutez ces réactions recueillies par Stéphanie Despierres et Vianney Laurent. C'est un homme confirmé dans ses convictions, qui a affronté une épreuve et qui a réagi avec honnêteté et sérénité. Il a pris un coup sur la tête, sans doute a-t-il hésité, il a compris et il en tire publiquement les leçons. Je trouve ça plutôt bien, c'est plutôt rassurant. Il a fait la transparence sur les salaires de son épouse, il a fait la transparence sur son patrimoine, il s'est exprimé sur sa société de conseil et il a dit avec beaucoup de simplicité, ça ne vous a pas échappé, qu'il espérait que la même transparence serait effectuée par tous les autres candidats à l'élection présidentielle. Il n'est pas question de se bunkériser, il n'est pas question de ne pas faire campagne. François Fillon est notre candidat, il doit le rester. Il s'est exprimé, je pense que son expression était attendue. Il faut maintenant revenir sur le fond et arrêter avec l'écume et être concentré sur le fond. Dans 3 mois, les Français vont choisir leur président de la République, l'essentiel est là. C'est une nouvelle étape de réorganisation dans la campagne de François Fillon, après cette tourmente médiatique très forte qu'a subi le candidat. Et aujourd'hui, l'enjeu c'est quoi? C'est clairement, à quelques semaines maintenant de l'élection présidentielle, d'être tous rassemblés derrière notre candidat en vue de cette élection présidentielle, parce que c'est le seul qui est en capacité de proposer aux Français une alternative, une alternance pour que le pays se redresse.
On verra avec vous, Philippe Vigier, sur cette unité du clan républicain et centriste. Avant cela, Ludovic, vous allez nous éclairer. On va essayer de se projeter. A-t-il sauvé sa candidature, François Fillon ? Bien, oui, pour reprendre la main, François Fillon, pour sauver sa tête, François Fillon avait besoin de reprendre la main. C'était ça le but de François Fillon hier. Et à l'évidence, l'opération a fonctionné. Pour l'instant, en fait, hier, l'ex-premier ministre s'est au moins offert un sursis. Et c'est déjà beaucoup. Parce que ce matin, François Fillon doit rencontrer les parlementaires de sa famille politique. Et le risque, c'était que ses propres troupes lui demandent de se retirer. L'urgence pour lui, c'était d'éviter ça. On l'a vu dans la revue de presse. Officiellement, sa conférence de presse était présentée comme une opération vérité avec acte de contrition et exercice de transparence. Comme il l'avait annoncé, il a donc publié sur Internet un récapitulatif des revenus touchés par son épouse en tant que collaboratrice parlementaire. Un peu plus de 680 000 € nets sur 15 ans, c'est-à-dire en moyenne 3 677 € par mois. Sa déclaration de patrimoine de député a aussi été mise en ligne. Mais derrière cette opération de communication, le véritable objectif de François Fillon, c'était de mettre son camp devant le fait accompli sur le thème « Moi ou le chaos ». Grâce à ce coup de force, il oblige ses troupes à serrer les rangs derrière lui pour sauver ce qui peut encore l'être. Il a promis également qu'une nouvelle campagne commençait. Est-ce un vœu pieux ? Oui, parce qu'après 2 semaines très chahutées, François Fillon veut donner l'impression qu'il a tourné la page. Ce matin, pour enfoncer le clou, il a convoqué les parlementaires à son siège de campagne. Et puis dans la foulée, il effectuera un déplacement près de Troyes, chez François Baroin. Jeudi, il ira du côté de Poitiers, sur les terres de Jean-Pierre Raffarin. Bref, pour réaffirmer son leadership, il oblige les ténors de la droite à s'afficher avec lui. Mais même s'il a retrouvé un peu d'oxygène, François Fillon n'est plus totalement maître de son destin. Sans parler d'éventuelles nouvelles révélations, le candidat de la droite a toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête, celle de la justice dont il ne maîtrise ni le calendrier ni les décisions. Et puis même si une majorité des sympathisants de droite continue de le soutenir, François Fillon est aujourd'hui en difficulté dans l'opinion. Son image est abîmée. Plusieurs sondages le donnent désormais en 3e position, derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle. Mais surtout, d'après une enquête de l'IFOP, le pourcentage d'électeurs qui se disent certains de voter pour lui est en baisse. Aujourd'hui, presque la moitié d'entre eux dit pouvoir changer d'avis. Plus qu'une nouvelle campagne, c'est donc une opération de reconquête qui commence pour François Fillon. Merci Ludovic. Philippe Vigier, sur le terrain, on a eu beaucoup de témoignages de parlementaires qui disaient c'est très très difficile sur le terrain. C'était très difficile tant qu'il n'y avait pas cette opération vérité. C'était pas uniquement hier le fait de savoir si ou non les parlementaires, les cadres des Républicains et des centristes se soutenaient. On lui avait demandé de dire les choses. Et il a dit les choses. Et puis, je voudrais simplement dire ce que vous avez dit tout à l'heure, reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé d'épée de Damoclès avec la justice. Oui, mais il a été très clair, lui. Il a dit, si jamais j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat. Vous avez posé la question, Madame Le Pen, dont M. Philippot nous explique que même si elle était en examen, elle serait quand même candidate. Belle image pour quelqu'un qui veut être président de la France, comme ça, et en proie à la justice, en étant mis en examen, alors que je vous rappelle qu'il y a des emplois fictifs. Mais ça, on n'en parle pas. C'est un peu étonnant d'ailleurs qu'on ne parle pas. On en a parlé, là, le sujet c'est vraiment la campagne de François Fillon. Non mais pardonnez-moi, mais moi je tiens aussi à ce que tout le monde soit traité sur un pied d'égalité. Il ne peut pas y avoir d'un côté... Mais on en a parlé des affaires des assistants parlementaires au Front National également. Mais cette année, je termine, c'est aussi important que l'on puisse dire cela. Donc maintenant, la campagne, oui, elle reprend ses droits. Parce que c'est vrai qu'il faut reconstituer la confiance, je l'ai dit moi-même tout à l'heure. Mais on a 78 jours. Or, vous savez que l'opinion publique, elle se cristallise dans le dernier mois. C'est vrai que la certitude de voter pour François Fillon, mais c'est pareil pour Emmanuel Macron, c'est pareil pour Marine Le Pen, il y a une fragilité. Parce que l'opinion publique, elle se cherche. Et là, maintenant, ça va être les chocs des projets. Est-ce que oui ou non, cette France, on la redresse dans les 5 ans qui viennent? Et je pense que les éditorialistes, qui ce matin ont fait leur billet sur l'analyse de la conférence de presse d'hier, vont pouvoir utiliser leur même talent, la même plume acérée, pour passer à la moulinette les projets des uns et des autres. Est-ce que oui ou non, la France de François Hollande, dans l'état où il nous la laisse, il ne faudrait peut-être pas qu'on oublie cela. On est au bout d'un quinquennat crépusculaire dont le président de la République lui-même ne peut plus se présenter, dont les ministres ont été condamnés pour certains, ayant piqué dans la caisse, car il s'agit de ce... Sur l'affaire François Fillon, je ressens un peu, mais on est vraiment sur un débat. Il s'agit de cela. Ce quinquennat, de ceux qui appellent à la morale publique, ce sont ceux qui n'ont pas payé les impôts pour M. Thévenoud, ou d'autres comme M. Cahuzac, qui ont été exclus du gouvernement. Moi, je ne peux pas oublier que tout cela, ça a créé un drame dans l'opinion publique. Donc maintenant, il faut que la justice confirme ce qu'on attend sur le travail de Mme Fillon, et que
Maintenant, projet contre projet, qu'est-ce qu'on fait demain pour la construction européenne? Qu'est-ce qu'on fait demain contre le chômage des jeunes? 25% de chômage des jeunes en France. La croissance la semaine dernière qui a montré l'échec et mat de ce pays. On a vu que dans votre camp, certains avaient déjà c'est un mot camp. Le mot camp est un mot non. À la droite et au centre, certains avaient déjà lâché François Fillon. C'est pas la guerre, la politique. Justement, il faut réconcilier. Et le camp, c'est un mot de brutalité. Alors, dans votre équipe, certains avaient déjà lâché François Fillon. Je vous propose d'écouter Georges Fenech, le député Les Républicains du Rhône. Mon équipe, il est républicain. Sa décision est prise. Il ira jusqu'au bout de cette élection. Donc, nous n'avons pas d'autre choix, quoi qu'on en pense, de soutenir sa candidature. Et je le ferai au même titre que les autres. Mais j'espère m'être trompé, parce que la difficulté que nous allons rencontrer, c'est le télescopage entre le calendrier judiciaire et la campagne électorale. Est-ce que ça ne va pas rendre inaudible sur le terrain la défense d'un projet présidentiel? Très choqué. Que va-t-il se passer pour ceux qui avaient déjà... Georges Fenech, la semaine dernière, demandait la tête de François Fillon. Ce matin, il a expliqué qu'il était loyal. Donc après, Thierry Benoît aussi, un député UDI. Je le laisse avec ses propos. Écoutez, l'UDI, comme vous le savez, cette majorité présidentielle que l'on veut constituer autour de François Fillon, elle doit marcher sur ses deux jambes. Nous sommes en train, et ça n'est pas bouclé à l'heure où je vous parle, de bâtir un accord législatif qui n'est pas signé, sur lequel on travaille, on a bien avancé, mais on doit le concrétiser maintenant le plus rapidement possible. De même, sur le projet. Par exemple, je me suis beaucoup impliqué dans le projet sur les affaires sociales, la santé, sur l'environnement. J'ai des collègues comme Bertrand Pancher. Bref, il est indispensable sur le volet européen, sur le volet de l'école, sur le volet environnemental, sur le volet de la protection sociale. On entend aussi notre message pour enrichir ce projet. Nous y travaillons et on doit le boucler. Sinon, ça serait une majorité uniquement républicaine et ça n'aurait pas de sens. Philippe Vigier, en un mot, est-ce qu'en restant, François Fillon ne donne pas des arguments pour ses adversaires pendant les 78 jours de campagne qu'il reste? Et s'il était parti, il donnait aussi des arguments à ses adversaires. Donc le problème, c'est pas un problème de plan B. Et pour l'instant, c'est celui qui a été choisi par la primaire de la droite et du centre, et assez massivement, reconnaissons-le. Il n'est pas empêché de se présenter, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est notre candidat pour le moment. Et nous attendons que la justice confirme le fait que les propos qu'il a tenus sont des propos vrais, et je n'ai pas de raison d'en douter. On passe à un tout autre sujet évoqué également dans la revue de presse. Alors que 4 policiers ont été mis en examen après l'arrestation d'un jeune homme à Aulnay-sous-Bois, 3 pour violence volontaire et 1 pour viol. À l'Assemblée nationale, c'est le projet de loi sur la sécurité publique qui revient dans l'hémicycle après un passage au Sénat. Les précisions de Bastien Auger. Après son passage au Sénat, le projet de loi sur la sécurité publique a été adopté la semaine dernière par la commission des lois de l'Assemblée. La mesure phare concerne l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre. Jusqu'à présent, les règles étaient jugées plus strictes pour les policiers que pour les gendarmes. Le texte définit des conditions communes pour pouvoir tirer, par exemple après 2 sommations quand un fugitif peut être dangereux, le tout dans le respect des principes d'absolue nécessité et de proportionnalité. Je pense que les conditions d'usage des armes seront à la fois clarifiées, stabilisées et modernisées dans le but de mieux protéger les forces de l'ordre, et ce dans un cadre juridique scrupuleusement conforme à l'état de droit. Autre mesure, le doublement des peines encourues pour outrage à agent ou encore la possibilité de préserver l'anonymat des enquêteurs dans les affaires les plus sensibles. L'opposition voudrait aller plus loin. À ce stade, je ne le voterai pas. Je pense qu'il faut progresser en liaison avec le gouvernement et le rapporteur notamment sur 2 points. Premier point, la répression des atteintes contre les forces de l'ordre et leurs familles et leur lieu de travail. Et le second point, me semble-t-il, concerne les conditions d'emploi des armes par les polices municipales. Les députés ont aussi mis sur la table la possibilité pour les maires de connaître l'identité des fichiers S dans leur commune. Je veux rappeler ici à tous nos collègues que de droit, les maires sont officiers de police judiciaire, qu'ils exercent un certain nombre de responsabilités, un certain nombre de pouvoirs de police également, et qu'ils sont privés d'informations. Je pense qu'on demande aux maires de faire des choses et qu'on ne leur donne pas, dans le même temps, le niveau d'information suffisant. En revanche, je ne suis pas certain que la communication de la fiche S soit le bon moyen. Amendement rejeté, mais la proposition pourrait revenir dans l'hémicycle. Les débats commencent aujourd'hui.
Et certains députés entendent bien se servir de cette tribune pour dénoncer les violences policières. Philippe Vigier, vous vouliez nous dire un mot sur cette affaire. Autant j'ai toujours soutenu les policiers dans les missions très difficiles de maintien de l'ordre. Mais les images qu'on a vues à Aulnay ne sont pas acceptables. Voilà. Il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Ils sont détenteurs de l'ordre public, de la force publique. Ils ont des responsabilités qui leur sont données. Mais de voir ce jeune comme il a été tapé, ça mérite des sanctions exemplaires. Et je suis persuadé que Bruno Le Roux apportera une réponse exemplaire. Merci beaucoup Philippe Vigier d'avoir accepté notre invitation ce matin.